Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, au Sénégal, plutôt comme le veut la tradition républicaine, le président Macky Sall a prononcé le 3 avril son discours à la nation à la veille de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays. Une adresse à la nation qui intervient quelques semaines après sa réélection à la tête du Sénégal. Un discours articulé autour des fondamentaux de la République, la citoyenneté, l'éducation, les valeurs, la liberté et bien sûr l'indépendance. Pour décrypter et commenter cette adresse à la nation, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Pape Amadou Fall. Bonjour. Bonjour et bonjour également à l'ensemble des téléspectateurs, surtout des téléspectatrices de Medi 1. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Le plaisir à partager. Vous êtes directeur de publication de la Gazette, mais également analyste politique. Avec nous également sur ce plateau, Djibril Nying. Djibril, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour à vos téléspectateurs. Comme je le disais tantôt, c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur le plateau de Médian TV et de Talk Afrique. Merci, plaisir est partagé. Vous êtes membre du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, GRADEC, de la société civile. Merci donc d'être là. Avant d'aller dans le vif du sujet d'actualité évoqué tantôt, nous allons regarder un extrait du discours du chef de l'État Macky Sall à l'occasion de la veille de fête de l'indépendance du Sénégal. Regardez. Le développement est désormais le nouveau sens de l'indépendance. Parce que l'étendue de notre liberté et de notre indépendance dépend de notre réussite dans l'effort de développement. Le désir de liberté et d'indépendance, nous devons aussi le maintenir vivace dans le cœur et l'esprit de nos enfants, bâtisseurs du Sénégal de demain. C'est pourquoi, chers jeunes, le 4 avril est également votre fête. Elle doit exalter en chacun de vous l'amour de la patrie, l'endurance dans l'effort, le culte de l'excellence dans le travail et la conscience de vos responsabilités futures dans la conduite des affaires de la nation. Mais votre rendez-vous avec l'avenir commence dès aujourd'hui par la construction citoyenne au sein de la famille. Et le premier acte citoyen, la clé qui ouvre les portes de la réussite, c'est l'amour et le respect des parents. Les parents méritent affection et respect parce qu'ils sont les héros de tous les temps. Ce sont eux qui offrent le toit, qui nourrissent, éduquent et soignent. Ils se privent de tout pour votre réussite. Le chef de l'État Macky Sall avec nos confrères de la télévision nationale, la RTS. Alors, Pape Amadou Fall, très rapidement, c'est un extrait du discours, il faut le préciser, l'intégralité fait 12 à 13 minutes. Quelle appréciation sur la forme faites-vous de ce discours? Une très forte interpellation. Un regard profond sur notre société. Et une responsabilisation à prendre en charge aujourd'hui. Le président de la République est allé au tréfonds de la cellule familiale pour nous dire « prenez vos responsabilités ». Ça, c'est sur le fond, on y reviendra. Mais sur la forme, parce qu'on est habitué à des discours qui sont un peu différents de celui qu'il a prononcé à la veille de la fête de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Sur la forme, vous l'appréciez comment? Je pense que c'est une rupture qui était attendue. Parce que vous savez, les discours fleuves de 40 minutes, 45 minutes que nous avons eu à entendre dans ce pays, en mettant un certain cadrage où c'est par secteur quasiment que l'on évoquait les problèmes, ou en tout cas les acquis. Cette démarche n'a pas été de mise par rapport à ce qu'on a entendu ce 3 avril 2019. Et c'est extrêmement important. Mais je le corrèle également
à ce que nous avons entendu la veille lors de la cérémonie, après la cérémonie d'investiture du président de la République, qui s'est prononcé en profondeur sur certains chantiers, en jetant un regard également sur la dimension citoyenne qui doit être extrêmement importante. C'est pourquoi c'est cette diagonale qu'il a prise pour nous dire le soir du 3 avril, je vais juste à l'essentiel. Parce que nous avons déjà entendu beaucoup de choses, il nous faut maintenant être dans le pragmatisme. Alors, nous reviendrons certainement sur ces choses, ces grands axes articulés donc lors de ce discours. Mais Djibril Gning, c'est vrai qu'on a regardé cette adresse à la nation ensemble, mais l'un des faits marquants, c'est vrai que c'était certainement la première ou la deuxième fois, à côté du drapeau national, on a vu un drapeau de l'Union africaine. Qu'est-ce que cela traduit? Oui, il a été question effectivement de panafricanisme lors de son discours d'investiture. Et là, ce symbole revient en fait peut-être comme en écho à le discours qu'il a prononcé le jour de son investiture. Je pense que globalement, du point de vue de la forme, dans son discours, le président de la République, Macky Sall, est en train de se recentrer des problèmes économiques, sociaux, culturels, financiers, etc., qu'il avait l'habitude d'aborder, n'est-ce pas? L'approche qu'il avait de prendre ça comme angle d'attaque, il change ici d'approche, il se recentre sur les problématiques de la transition. De la transition entre le cycle de conquête de la souveraineté au sortir de l'indépendance, des indépendances, et le cycle du développement. Il y a des problématiques dans cette transition qui sont des problématiques majeures qui posent le problème de la citoyenneté. Ces problématiques, c'est la fracture territoriale. Vous savez, les colons avaient mis en valeur le long de la côte les capitales régionales et un peu peut-être certaines capitales départementales. Tout le reste de l'arrière-pays était laissé en jachère. Donc ça a produit quoi? Une fracture sur le plan territorial. Et il y avait une deuxième fracture également, il y a une deuxième fracture, c'est la fracture sociale. Nous sommes à un taux de pauvreté de 48%. À mon avis, il n'y a pas encore eu depuis lors d'études fiables montrant que ce taux avait baissé, même si certains disent qu'on est à 35%. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une étude, en tout cas personnellement, je n'ai pas vu ça. Il y a ça, et il y a aussi un taux d'emploi excessivement faible qui est de 40% donné par la NSD. Ce qui fait qu'il y a 60% de gens en âge de travailler qui ne travaillent pas. Dans ces 60%, le taux de chômage est égal à 16%, c'est-à-dire ceux qui ont perdu leur emploi, qu'on appelle classiquement chômeurs. Et donc, à peu près plus de 40%, c'est des primo-demandeurs d'emploi. Et si vous faites le calcul, c'est 5 millions et quelques de personnes en âge de travailler qui ne sont pas au travail. Donc là aussi, il y a une fracture sociale extrêmement profonde. Sans compter, finalement, une troisième fracture qui est la fracture qui oppose les réalités profondes du pays aux structures de l'État et aux institutions, que les sociologues appellent une fracture ethnopolitique. Alors, ces fractures-là affaiblissent le lien social qui est la base de la citoyenneté, affaiblissent les conditions d'exercice de la citoyenneté. Parce que l'emploi est une condition majeure d'exercice de la citoyenneté. De l'emploi. Et d'autres, les services sociaux de base dans les régions constituent une condition sine qua non également d'exercice de la citoyenneté. Donc, pour revenir, le président de la République est en train, à mon avis, de se recentrer. Des problèmes, n'est-ce pas, économiques, sociaux, politiques, etc., aux problématiques de la transition.
C'est clair. Dans son discours, Djibril Ning l'a rappelé, Pape Amadou Fall, il a été beaucoup question de la promotion des valeurs citoyennes, l'éducation à la citoyenneté, la famille comme considérée comme par essence comme voilà, moyen de socialiser, un cadre de socialisation par excellence, par essence, j'allais dire. Qu'est-ce qui explique, selon vous, pour ce second mandat, autant pour moi, ou dès l'entame de ce second mandat, le chef de l'État a insisté beaucoup sur la promotion des valeurs citoyennes? C'est lui qui fit son premier ministre, si vous me permettez de le dire comme ça. Abdoul Mbaye disait en 2012, nous sommes assis sur des décombres. Abdoul Mbaye qui est aujourd'hui de l'autre côté, dans l'opposition. Qui est dans l'opposition aujourd'hui. Et je pense que ceci est élu particulièrement sous l'angle des valeurs totalement agressées dans notre pays. On a beaucoup mis en cause la période 2000-2012. Les Sénégalais vous disent on ne parle plus de millions dans notre pays, on ne parle que de milliards. Et il y avait une certaine gabegie que nous avons vécue. Les scandales, nous les avons vécus à foison. Et il y avait une certaine impunité qui fait que pour beaucoup, dilapider les biens de l'État n'était pas un problème. Je mets entre parenthèses cela pour nous attaquer à nos comportements propres, à nous, notre manière d'être, de nous habiller, de nous parler, de vivre ensemble, l'insulte facile, de sorte que quand Macky Sall nous interpelle sur ce plan-là, nous devons nous dire qu'il y a un problème de fond, qu'il y a une plaie qu'il urge de soigner. Parce qu'entre 2012 et aujourd'hui, quasiment rien n'a changé dans ce pays. Vous retrouvez les mêmes agressions au quotidien, ce qui fait que le Sénégal est d'une certaine manière considéré même par certains comme un pays de non-droit. C'est terrible à dire, c'est terrible de faire ce constat. Et je pense que aller au fond des choses pour peut-être voir comment renverser les tendances, changer de paradigme le plus rapidement possible, s'impose pour nous. Mais c'est là le bas blesse. Comment changer? Parce que est-ce qu'aujourd'hui les discours sont assez suffisants pour inverser la tendance, comme vous le dites? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de la patrie. Oui. La patrie avant le parti. Oui. C'est du déjà entendu. Oui, déjà entendu, bien sûr. C'est pourquoi je dis qu'est-ce qui a changé, fondamentalement. Je pense que quand je parlais de changement de paradigme, l'on dit souvent dans notre pays que nous sommes d'une rare tolérance. Parce que l'autre qui doit être puni, dès que vous l'indexez, je ne dis même pas l'arrêter, l'on met des garde-fous pour dire non, ce n'est pas la nature de notre société. Voilà un problème qui est fondamental et qui nous poursuit depuis 1960, quasiment. La plupart des gens qui ont eu à être sous le joug de la justice, notamment les gouvernants, je ne parle pas du petit peuple, ont été considérés comme des victimes. On n'a pas approfondi les choses pour voir s'il fallait laisser sanctionner et très durement ou alors protéger
pour continuer à déstabiliser l'État. La question de l'impunité qui revient. C'est toujours cela. Donc, je pense que c'est des questions qui sont récurrentes, tellement récurrentes qu'aujourd'hui, quelque part, je dirais, il est heureux de constater que le premier gouvernant de ce pays se lève pour dire « nous allons y mettre fin ». Mais il ne s'agit pas de sa bonne volonté à lui seul. M. Nying le disait tout à l'heure, si l'on veut aller dans l'excellence, si l'on veut aller dans la qualité, le changement de paradigme, comme je le disais tout à l'heure, devra s'imposer et nous devrons avoir maintenant l'attitude véritablement citoyenne à ce niveau-là. Alors, l'attitude véritablement citoyenne, pensez-vous que Djibril Nying, comme l'apprenait le chef de l'État dans son adresse à la nation, pourrait impulser cette dynamique de développement au Sénégal, parce qu'il l'a dit, c'est la base de tout départ pour l'émergence? Tout à fait. Je pense effectivement que ce changement de paradigme s'impose, comme Amadou Fall vient de le dire tout à l'heure. Et on a l'impression que le président, effectivement, après un mandat de 7 ans, a pris conscience ou repris conscience qu'il faut ce changement de paradigme, qu'il faut cette rupture qui était tant attendue. Peut-être que la recherche du deuxième mandat n'a pas permis d'aller vers ce changement de paradigme, qui est devenu plus que jamais incontournable pour aller à l'émergence, pour laquelle il s'est tant dépensé d'ailleurs. Alors tout à l'heure, vous m'aviez posé la question de savoir par rapport au drapeau panafricain de l'Union africaine. Effectivement, c'est que le panafricanisme est aussi fait partie des problématiques de la transition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'émergence individuellement en Afrique. Il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut créer dans chaque pays, mais pour aller à l'émergence, il sera indubitablement nécessaire que nous ayons ce grand marché qu'il soit organisé et que les États, à défaut d'avoir un État fédéral africain, que les États avancent, aillent le plus loin possible dans l'unité. Notamment, je pense à la monnaie, à une monnaie africaine, etc. etc. Voilà. Je pense que donc ce symbole-là est extrêmement important. Et le changement de paradigme également est nécessaire dans cette transition. Alors, je disais tout à l'heure que le président chargé de posture est parti des problèmes économiques, sociaux, culturels, politiques, etc., pour se recentrer sur les problèmes de la citoyenneté, etc. Non pas qu'il ne faille pas aborder les questions économiques, sociales, mais il a quitté la posture de les aborder individuellement et séparément pour se recentrer sur une approche qui les aborde sous le socle de la citoyenneté. Il a compris qu'en les abordant individuellement et séparément, on ne pouvait pas les résoudre de façon durablement. Il faut que ces problématiques-là du développement soient abordées sous le socle, sous l'auspice, à la lumière d'une citoyenneté, d'un contrat social. Le préalable fondamental d'abord, c'est la question de la citoyenneté. Oui, qui est incontournable. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a non seulement les conditions d'exercice et les attributs de la citoyenneté, j'en ai cité, l'emploi, l'éducation, la santé, etc. C'est des attributs de la citoyenneté ou tout au moins de l'universalisation de la citoyenneté. Parce que le problème de la citoyenneté, c'est son universalisation. Est-ce que les conditions aujourd'hui, les conditions telles que définies au Sénégal, est-ce qu'elles sont posées pour qu'on ait une parfaite éducation à la citoyenneté? Il y a également cette question d'environnement culturel qu'il ne faudrait pas occulter, non? Voilà, il y a à travailler sur plusieurs segments. Par exemple, sur la territorialisation, le colon avait laissé 4 communes. Les autres n'étaient pas des citoyens. Bon, après le colon, à l'indépendance en 1960, il y a eu une extension des communes vers les capitales régionales et vers les capitales départementales. On s'est arrêté là. En 1972, avec la réforme de Senghor, on a introduit les communautés rurales. Et aujourd'hui, avec l'acte 3, on est à une universalisation, à une communalisation intégrale. Tout cela participe à conforter les bases de l'émergence d'une citoyenneté
solide et durable. Mais il y a autre chose. Il y a les leviers également de la citoyenneté. Il a parlé de la jeunesse, de l'armée, etc. Des libertés qui sont des leviers de la citoyenneté. Il y a à côté des leviers les lieux de formation et d'influence de la conscience citoyenne. La famille, il a cité la famille, qui est un lieu éminent de formation et d'influence, de construction de la citoyenneté. Il y a l'école, dont l'autre disait que c'était le berceau de la République. Il y a les institutions. Par exemple, les institutions comment on dit, pas de motivation, les institutions de contrôle, et d'incitation et de contrôle. Et de régulation. L'OFNAC, CENTIF, etc., qui sont des lieux d'influence de la conscience citoyenne. Alors, d'une façon générale, l'État, dans son ensemble, est un lieu d'influence de la formation de la conscience citoyenne. Par conséquent, il y a à agir à plusieurs niveaux pour faire en sorte que la citoyenneté ne soit pas une citoyenneté formelle ou parcellaire, mais soit une citoyenneté réelle qui permette de construire un lien social durable qui est le soubassement de tout contrat social. Alors là, c'est clair. Pape Amadou Fall, finalement, entendre ou à regarder le discours du chef de l'État, cet extrait, les perspectives de son second mandat, vous les entrevoyez comment? Compte tenu de tout ce que Djibril Ning a évoqué tantôt. Permettez-moi d'être très basique. En me posant cette question, qu'est-ce qui fait la différence entre le Rwandais et le Sénégalais? La venue du président rwandais lors de cette cérémonie d'investiture n'est pas fortuite. Ce n'est pas la première fois qu'il vient d'ailleurs au Sénégal. Il était là il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, quand on projette la réussite d'un pays africain, les regards sont quasi braqués sur le Rwanda, qui n'est qu'un petit pays, qui célèbre malheureusement aujourd'hui les 25 ans du génocide qu'il a eu à connaître. Mais cet exemple rwandais que l'on cite de plus en plus en Afrique, jusqu'à le positionner à travers le monde, jusqu'à le positionner peut-être comme le premier pays en Afrique, n'est pas fortuit. C'est parce qu'il y a une citoyenneté forte dans ce pays, qui n'a pas été construite d'un coup de baguette magique. Il a fallu prendre des décisions extrêmement fortes. Et c'est là où l'on attend Macky Sall aujourd'hui. La projection... Que son second mandat, là, en termes de perspective, il y aura des décisions fortes qu'il va prendre? Je pense que, Djibril Ning l'a dit tout à l'heure, rebondir sur son premier regard. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Une gouvernance sobre et vertueuse. Je pense que cette gouvernance sobre et vertueuse, Macky Sall l'avait peut-être mis d'une certaine manière sous le coude, parce qu'il y a eu énormément de lobbies qui se sont levés pour dire que ce n'est pas une manière de conduire ce pays. Alors que Macky Sall ne fait que reprendre la démarche de Mamadou Dia en 1962. Mais ces lobbies, est-ce qu'ils sont toujours là, non? Donc vous pensez que ça sera les coups de franche pour... Attendez. J'ai dit, quand Mamadou Dia a voulu nous tracer le chemin éclairé, on l'a proprement détruit dans ce pays. Proprement détruit. Tous les problèmes qu'il y a eu entre lui et Senghor, c'est des choses que les gens sont fomentés pour dire non, il faut que cette relation-là cesse. Il ne faut plus qu'il soit à la tête de l'État. Aujourd'hui, Macky Sall veut prendre ce bon chemin. Je dis bien ce bon chemin, comme il l'avait entrepris lors des quelques premiers mois de son mandat. La mise en place de certaines institutions,
je dis notamment l'OFNAC, en allant réveiller la CRI. C'était cela le chemin qu'il voulait prendre pour dire, et rappelez-vous sa fameuse phrase lors de l'université de la paix. Il avait dit « Je ne protégerai personne ». C'est un homme qui a des convictions, qui peut prendre des décisions, mais malheureusement qui recule également quelquefois. Devant des lobbies, des pressions. Et maintenant, il a les coups de franche. Alors, nous y arrivons. Il a maintenant les coups de franche. Pour dire, ce ne sera désormais que comme ça. Et personne ne me fera reculer. Alors, en quelque sorte, Djibril Gning, il a-t-il ou peut-il avoir les coups de franche pour gérer le pays comme il l'a toujours voulu, avec dans le cas d'une gouvernance sobre et vertueuse, très rapidement? Je pense qu'il a en partie les coups de franche, parce qu'il ne cherche plus un autre mandat. Donc, on ne peut pas lui faire de pression ou de chantage sous cet angle-là. Mais il lui faut rassembler les forces vives de la nation. Autour de lui, notamment les acteurs politiques du secteur privé et de la société civile. Pour pouvoir, voilà, donc on y arrive. Il a lancé cet appel, je pense qu'il est conscient de cela. Alors, il faudrait que l'on arrive à ce dialogue et qu'on sache sur quoi dialoguer, qu'il y ait des termes de référence très clairs pour permettre à ce dialogue d'être un dialogue efficace, y compris sur le processus électoral qui est l'objet de discorde entre lui et son opposition. Merci Djibril Gning. Merci également à vous. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'immense plaisir de recevoir Pape Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette, mais également analyste politique, avec nous également Djibril Gning, membre de la société civile et notamment du GRADEC, le groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Median TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.